Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Bernard-Henri Lévy dit de lui qu'il est nationaliste et raciste. Éric Dupond-Moretti explique qu'il est négationniste. Bruno Le Maire précise révisionniste et Christophe Castaner ajoute sexiste. Anne Hidalgo est dégoûtée jusqu'à la nausée. Jean-Marc Borrello, porte-parole de La République En Marche, voit en lui un virus. Le journal Le Monde le présente comme d'extrême droite. Libération le qualifie xénophobe, homophobe, islamophobe. Il est peu de dire qu'Éric Zemmour concentre des attaques depuis la rentrée de septembre. Elles sont multiples, violentes, ciblées. Sont-elles justifiées? Est-il ce danger pour la démocratie que rapportent ses adversaires? Éric Zemmour est avec nous ce matin. Nous recevons donc un candidat putatif à l'élection présidentielle, un candidat pour ceux qu'il combattent, qui serait fasciste, nationaliste, négationniste, révisionniste, sexiste, raciste. Un homme qui déteste les homosexuels et les musulmans, qui préfère Pétain à De Gaulle, un homme qui a oublié qu'il était juif au point de rallier le camp antisémite. Éric Zemmour est-il cet homme-là? Question pour une élection. Quel tableau! Ah, comme vous dites. Bonjour. Bonjour, cher Pascal. Et ce matin, vous êtes riche également dans Libération. Oui, il paraît que je suis riche. J'aime bien quand les journalistes de Libération reprochent à des gens de vendre des livres et de gagner de l'argent avec la vente des livres quand eux-mêmes vivent de nos subventions publiques et de nos impôts. Vous savez, il y a des lecteurs, peut-être. Il y a très peu de lecteurs à Libération. Vous savez, c'est vraiment une race en voie d'extinction. Vous savez combien ils gagnent de subventions, puisqu'ils se piquent de chiffres. D'après le site du gouvernement, j'ai regardé, en 2016, 4 887 000 euros de subventions payées par nos impôts. Oui, mais toute la presse. Toute la presse, mais Libération particulièrement, parce qu'il y a quasiment plus de lecteurs. Oui, mais le chiffre d'affaires de Libération est au-delà de 4 millions d'euros. Par an. Il n'y a pas grand-chose de plus, je vous assure. Faites attention, parce que vous allez avoir un fast-checking. Ouais, fast-checking. Et ils vont vous dire que ce que vous dites n'est pas juste et que les lecteurs apportent davantage. Ce qui est juste, c'est qu'ils ont touché 4 887 000 euros de subventions avec nos impôts, alors qu'ils sont un peu modestes. On va diviser cette émission en plusieurs chapitres. D'abord, je voudrais revenir sur 2 ou 3 choses qui étaient écrites dans le livre. Les attaques. Ça me paraît vraiment intéressant, les attaques, notamment celle de BHL que j'ai trouvé intéressant. Pourquoi pas ce que vous dites, si vous trouvez que parfois vous dites des choses, je pense à Mengele par exemple, et vous pourrez revenir. Les Républicains, vous me direz ce que vous en pensez, et puis la candidature, parce que les gens se demandent si à la fin de cette émission, vous vous souvenez la célèbre émission d'Anne Sinclair avec Jacques Delors, est-ce qu'à la fin de cette émission, vous allez nous dire... Je vous dirai rien à la fin de cette émission. Ah bah non, ne commencez pas comme ça. Mais je suis sûr que les gens resteront quand même, Pascal, vous inquiétez pas. Alors, dans le livre, il y a 2 choses, et alors ça on vous le reproche beaucoup, c'est de faire parler des gens qui n'ont pas dit ce qu'ils disent dans le livre. Bon, vous dites par exemple, page 203, au lendemain des attentats de Charlie, je croise Léa Salamé dans l'escalier, imposant de Radio France, elle me sourit tristement et me lance « Charlie te donne raison sur tout ». Je vais dire quelque chose qui est extrêmement vulgaire et je demande aux téléspectateurs de me pardonner. Ça me troue le cul quand même. Charlie te donne raison sur tout, ça me troue le cul quand même. Bon, elle vous dit ça, Léa Salamé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai appelé Léa Salamé. Elle dit pas ça du tout. Elle dit, voilà, Éric, et c'est toujours pareil avec lui. On s'est croisés, effectivement, dans Radio France. Et voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle vous a dit... T'avais raison. C'est vraiment le début de la guerre civile. C'est toi qui as raison, Éric. Voilà ce qu'elle vous dit. Mais sur un mode interrogatif. Et ça devient, pour vous, Charlie te donne raison sur tout. Ça me troue le cul quand même. D'abord, je vais vous dire, cette expression vulgaire n'est pas de mon registre habituel. Oui, mais pour tout dire, je connais un peu Léa. Je vois pas moi aussi, Léa. Ça m'a surpris. C'est pour ça que je l'ai mémorisé. C'est possible, mais moi, elle ne me parle pas comme ça. Moi non plus, elle ne parlait pas comme ça. Mais ce jour-là, elle était un peu troublée. C'était le lendemain de Charlie. En tout cas, elle dément. Eh ben, elle dément. Elle n'a pas démenti. Elle a démenti parce que vous avez appelé. Mais sur le moment, elle n'a rien dit. Ça fait 1 mois que le livre est sorti. Parce qu'elle n'a pas voulu, me dit-elle, lorsqu'elle vous a reçu avec Laurent Ruquier, personnaliser contrairement à Ruquier. Interview. Voilà, elle trouvait que... Non, mais très bien. En tout cas, je peux vous dire que c'est la phrase exacte. Mais bon. Moi, tout ce que j'ai mis, ce sont des phrases exactes que les gens m'ont dites. Parce que j'ai une très bonne mémoire et je note au fur et à mesure qu'on me le dit. Mais là, vous l'aviez noté, par exemple. Bien sûr, je note tout.
Je note tout, j'ai des carnets, je note tout et j'ai ouvert mes carnets sur 15 ans. Bon. C'est ça le thème du livre. Donc, je suis d'accord, mais bon. Mais Léa Salamé a une mémoire qui flanche. Mais c'est pas grave. En tout cas, elle ne dit pas qu'elle vous a dit ça. Alors, il y a un autre passage, aussi peut-être dans le même sens, dans le livre. C'est-à-dire que là, on est donc en 2013 et vous dînez dans un restaurant cossu du 7e arrondissement avec Jean-Louis Borloo. Bon. Et puis, Borloo, vous dites d'ailleurs, Borloo, il comprend le regard que j'ai sur lui et il n'aime pas tellement mon regard que j'ai sur lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne m'aime pas beaucoup parce qu'au fond, je l'ai radiographié. C'est ce que vous dites, je l'ai deviné, etc. Bon. Et puis, vous parlez des 40 milliards qu'il donne dans la banlieue. Vous savez, c'est le plan de rénovation urbaine de la ville. Voilà. Et puis vous dites, ça sert à rien, etc. Et puis lui, il a du mal à justifier. Et puis il finit en bout de phrase par dire, tu sais, avec ces 40 milliards, j'ai retardé la guerre civile de 10 ans. Là aussi, je peux vous dire que c'est une phrase authentique. Alors là, j'ai pas appelé Jean-Louis Borloo parce que je reste pantois devant un tel aveu qu'il regrette aussitôt. Il change de sujet et reprend le ton badin qu'il affectionne. Bon. Alors le problème, c'est le problème. Vous avez vu dans le livre. C'est un des moteurs de ce livre, c'est-à-dire que je montre le décalage entre les propos privés et les propos publics. Ce qui est vrai. Décalage classique, mais qui là prend une ampleur, si vous voulez, inattendue, parce que, évidemment, il en va du destin de la France, vraiment. C'est pas des petites combines politiciennes qui peuvent nous amuser quand tout va bien et quand on est prospère et en paix. Là, on est vraiment face à un destin qui, pour moi, est tragique. Et donc, les gens et les responsables politiques et médiatiques sont dans le double discours en permanence. Moi, je ne le suis pas. C'est pour ça que je note quand les autres le sont. Et je pense que c'est intéressant pour les lecteurs de voir à quel point tous ces gens sont dans un double discours permanent. Oui, mais convenez que dans un dîner, on peut aussi dire des choses parfois, j'allais dire qu'on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on peut, par provocation, parce que la discussion s'est échauffée. Et si on les sort du contexte, je vous assure, si moi on sort tous les propos que je peux avoir dans les dîners, non, je suis pas d'accord avec qu'on les met bout à bout, on peut dire... Je ne suis pas d'accord avec vous, je pense Vous dites que des choses, vous, toujours, que vous pensez à 100%. Ah bah oui. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas de différence à 99% entre ce que je dis en privé et ce que je dis là devant vous à la télévision. Moi, je suis plus confortable que d'autres qui sont tout le temps dans les calculs, dans le contrôle de leurs paroles publiques et qui se lâchent dans leurs paroles privées. Bon, je retiens qu'il ne faut quand même pas ni trop vous croiser, ni trop dîner avec vous. Parce que si vous notez tout, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis la dernière chose, dans le livre dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est la conversation avec Emmanuel Macron, que vous avez trouvé assez instructive. Il me semble, enfin vous l'avez lu, oui. C'est quand même... assez intéressant, d'abord parce que tout de suite la discussion est allée sur le fond. C'est tout à son honneur d'ailleurs, je dois le reconnaître. Et pendant 3 quarts d'heure, on a discuté du fond, de la situation française, de l'immigration, de l'islam, du destin de la France, etc. Et je pense qu'il y a dans cet échange 2 visions vraiment de la France, de notre destin, de notre avenir. Et il me semble, mais c'est à vous de juger, que ça prend une saveur particulière avec les sondages récents et les attaques dont vous allez parler. Je pense que là, il y a vraiment l'affrontement de 2 visions de la France qui sont antinomiques. Bon, les attaques, justement. Parmi tout ce que vous avez dit ou écrit d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui a plus choqué les uns et les autres. C'est ce que vous avez dit et écrit sur la famille Sandler. Et c'est important d'y revenir. Parce que je vous assure, moi j'ai beaucoup, comme nous tous d'ailleurs, d'amis juifs, qui sont vraiment choqués de ce que vous avez dit. Et je pense notamment à un journaliste avec qui je suis souvent en conversation et qui m'a dit, je ne vais pas le citer évidemment, et pardonnez-moi peut-être de la trivialité de ce que je vais vous dire, il m'a dit Zemmour est un salaud. Ce qu'il a dit, c'est vraiment un truc de salaud. Et je rappelle les faits. Le 19 mars 2012, un terroriste, Mohamed Merah, massacre devant l'école aux arts Aratora Jonathan Sandler, qui essaye vainement de protéger ses 2 fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans, à leur tour abattus, ainsi qu'une autre petite fille, qui s'appelait Myriam Monsonego, la fille du directeur de l'école. Eva Sandler, son épouse enceinte, est directement témoin de la scène, et les victimes sont enterrées à Jérusalem. Et ce que vous écrivez, et c'est ça qui pose problème pour eux, et on écoutera tout à l'heure Nicolas Sarkozy, et BHL en parle également. Vous dites assassin ou innocent, bourreau ou victime, ennemi ou ami, il voudrait
Il voulait bien vivre en France, faire de la garbure. Je ne connaissais pas le mot garbure. C'est l'expression, c'est la poté au chou, en fait. C'est manger. Ouais, mais c'est en fait l'expression dans les tontons flingueurs. Ouais, faire de la garbure ou autre chose, mais pour ce qui est de laisser leurs os... C'est l'expression dans les tontons flingueurs. Ah oui, ça je ne savais pas que c'était l'expression. Au début, quand le parrain de la mafia vous avez raison. Vous avez raison. Ah oui, mais bon, il ne choisissait... Mais je l'explique dans le texte. Il ne choisissait surtout pas la France, étranger avant tout, et voulait le rester par-delà la mort. Étranger avant tout. Bon. Évidemment, ça choque. Et ça choque... sur plein de niveaux, ça choque même humainement. Et je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy, parce qu'il était l'autre jour avec Laurence Ferrari, et voilà ce qu'il a dit. Lui était président de la République à l'époque. Vous voyez, l'attaque où elle est sur ce que vous êtes vous, comment dire, l'être humain que vous êtes, mais la douleur humaine. Est-ce que ça, vous le comprenez ? J'ai très bien compris qu'on voulait instrumentaliser ce que j'ai dit contre moi, et qu'on voulait me faire passer pour un monstre sans humanité et sans cœur. Ça me rappelle, vous savez, le débat entre Giscard et Mitterrand. Vous n'avez pas le monopole du cœur, moi aussi j'ai un cœur, il bat à son rythme. C'est exactement ce que j'ai envie de répondre. Tout ça, c'est de l'instrumentalisation politicienne, de l'émotion et de la souffrance sincère et réelle de gens qui, eux, je comprends très bien qu'ils aient été surpris, choqués, qui se sentaient blessés par ce que je dis. C'est pas du tout le but du jeu. Je ne voulais pas du tout blesser ces gens. Ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu réfléchir. Le problème de tous les... Non, je ne parle pas de la souffrance de ces gens qui... Quand je dis c'est peut-être faux, ils sont français. Mais avant, ils sont français. De se faire enterrer en Israël ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas étrangers avant tout. J'essaye. Je ne sais pas si ces gens sont français, je n'en sais rien. Oui, mais vous pensez ça, étranger ? Non, je dis. Simplement, j'essaye. Justement, si vous voulez, il y a deux comment dire ? Il y a deux étapes dans chacun d'entre nous. Il y a d'abord l'émotion. Il y a la sincère émotion au sujet de ces gens, de la souffrance de ces gens. Ça, c'est une chose. Et après, il y a l'analyse rationnelle des événements. Ce n'est pas la même chose. Si on n'a plus le droit d'essayer d'analyser ce qui se passe d'un événement, parce que cet événement est horrible, monstrueux, il faut le dire. Moi, évidemment, analyser, ça ne veut pas dire mépriser ou mésestimer ou ignorer c'est la souffrance de ces gens. C'est une évidence. J'ai des enfants et je sais très bien, j'imagine très bien ce que ça peut être. Donc j'imagine l'horreur que ça peut être. Et ça ne veut pas dire que je ne ressens pas ça. Mais maintenant, quand mon cerveau rationnel fonctionne, c'est autre chose. Donc ils sont étrangers ? Non, je dis, j'essaye de faire une analyse. Je dis simplement que les anthropologues nous apprennent que enterrer quelqu'un, c'est un symbole très fort. Et qu'on enterre dans la terre d'où l'on est. Quand on enterre Mera, le premier réflexe de ses parents, c'est de l'enterrer en Algérie, comme la plupart, d'ailleurs, je le signale, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, qui se font enterrer dans leur pays. Je pense qu'il n'y a pas là de hasard. Vous voyez, ils se considèrent comme membres de leur terre là-bas. Et là, ils ont choisi, il y a des tas de raisons d'ailleurs, je peux comprendre. Ils avaient peur que la stèle soit endommagée. Il y avait d'autres raisons aussi, il y a des raisons religieuses. Vous savez, on va parler de religion juive avec BHL. Je peux vous dire aussi qu'il est de tradition dans la religion juive que le mieux est de se faire enterrer à Jérusalem, parce que quand le Messie viendra, on sera le premier à ressusciter d'entre les morts. Vous voyez, il y a des traditions comme ça. Mais c'est étranger avant tout. Donc ça vous ne l'expliquez pas, vous ne l'écrivez pas, donc ça peut... Mais je comprends. En fait, vous dites c'est des étrangers avant tout. Non, ils se considèrent... Si enterrer à l'étranger de France, c'est ne pas considérer qu'on est français complètement. C'est tout ce que je dis. Maintenant, il y a des raisons objectives. Et je ne mets pas dans le même sac ces pauvres gens qui ont souffert terriblement avec ce salopard qui les a assassinés. Mais pour moi, c'est tellement évident que je n'ai même pas besoin de le dire. Enfin. Mais ce que dit Nicolas Donc je pense que ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que je vais vous dire. Moi, tous, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur l'émotion tout à fait légitime, mais ils en font, quand on est à la télévision, du pathos. Je connais ça par cœur. C'est un truc que je connais par cœur. Ils peuvent être... Oui, non, mais il peut très bien être sincèrement... Il peut vous reprocher... Il sait très bien que je ne peux évidemment pas être étranger à la souffrance de ces gens. Simplement, j'étais sur un autre registre. Ils font semblant de ne pas le voir. C'est tout. Évidemment, pour m'attaquer, parce que je gêne, parce que je dis des choses, soit qu'ils n'ont pas fait,
comme Nicolas Sarkozy, alors qu'ils avaient été élus pour ça. Je le rappelle quand même que c'est un responsable politique. Ce n'est pas simplement un commentateur d'émotions de gens. Hein. C'est d'abord un président de la République qui n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait et qui a trahi ses électeurs. On va parler de BHL. Remettre les choses à leur place. On va parler de BHL dans une seconde. Monsieur Sandler vous a répondu d'ailleurs dans Le Monde. Je voudrais d'abord dire à Éric Zemmour que je suis d'accord avec lui quand il explique qu'il est dommage que des membres de la famille Sandler ne soient pas enterrés en France. Je regrette en effet que les cendres de ma grand-mère Pauline Walter se trouvent aujourd'hui en Pologne, où elle a été déportée en mars 1943, alors qu'elle habitait au Havre, etc. etc. Bon, BHL. BHL, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Je l'ai eu au téléphone, BHL. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, les bras m'en sont... J'ai failli tomber de ma chaise, tellement c'est d'une très grande violence. Disons-le, ce qu'il dit de vous est une très grande violence. Et ça m'a intéressé d'essayer de comprendre le mécanisme. D'ailleurs, le titre, ce que fait Zemmour au nom NOM juif, parce que c'est important de savoir que vous êtes juif, et au fond, Anne Sinclair, je crois, dit la même chose, vous faites honte aux juifs. C'est ça qu'il vous dit. Vous faites honte aux juifs, vous faites honte à la judéité, vous faites honte à l'histoire des juifs. Alors, voilà ce qu'il écrit. Les infamies qu'il profère ou la piteuse idée de la France qu'il promeut quand il affirme qu'elle n'a rien à faire du sort des femmes afghanes, qu'elle ne saura jamais la vérité sur l'affaire Dreyfus, ou qu'elle réprouve les petits anges assassinés par Mohamed Merah, dont les parents ont inhumé les os à Jérusalem. Il dit aussi, en ayant eu l'occasion de débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini, qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir le moment venu, si la bulle tarde à se dégonfler. Il dit toujours, la vieille extrême droite antisémite se donne un champion répondant à un type d'homme qui n'était pas précisément son genre. Il dit toujours, je regarde sa façon de s'engager dans la zone marécageuse, fangeuse du fascisme français, et tantôt d'y barboter comme un poisson dans l'eau, tantôt d'y caracoler comme un Bonaparte de carnaval au pont d'Arcole. Je le vois piétiner tout ce qui, dans le legs juif à la France, relève de la morale, de la responsabilité pour autrui ou de cet ancien et beau geste qui dessina jadis la lumineuse figure de l'étranger sur la terre et qui devrait nous inspirer dans notre hospitalité face aux migrants. Et il dit enfin, cette hubris nationaliste et raciste, cette cruauté, ce renoncement à la générosité juive, à la fragilité juive, à l'unanimité et à l'étrangeté juive, cette ignorance non des fiches de lecture dont il s'est gavé, mais de la vraie science inscrite en lettres de sang dans les mémoires familiales et qui implique une réserve face aux tornades de l'histoire et aux jets d'acide de la persécution, tout cela est une offense aux non-juifs que tout juif porte en lui, tant qu'il n'en est pas explicitement déchargé. Alors je vais vous dire, quand j'ai Explication. Et réponse. Pas seulement expliquer cette prose enfiévrée, je dirais, pour le moins délirante. Je vais vous dire ce que je pense. D'abord, quand j'ai lu la première phrase, il faut le dire, si on le cache ou je sais pas quoi, Zemmour est juif, j'ai été pris entre hilarité et effondrement. Je m'explique. Hilarité d'abord parce que ça m'a rappelé évidemment la célèbre formule, la célèbre réplique que vous connaissez par cœur, tellement drôle, de Funès, de Salomon, vous êtes juif, dans les aventures de Rabbi Jacob. Et par ailleurs, après, j'ai été effaré. Parce que qu'est-ce que ça rappelle, ça? Lui qui aime tant rappeler les funestes années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Un tel est juif, on ne vous le dit pas, mais il est juif, faites attention. C'est digne, je maintiens Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça, c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard-Henri Lévy? Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit, je suis d'abord un juif, et je ne dois pas me comporter comme cela. Moi, je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Ça, c'est ma deuxième réponse. Et maintenant, on va approfondir, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Il parle de le non-juif. Moi, je ne connais pas le non-juif, excusez-moi. Je connais des Français de confession juive
qui aiment leur pays et qui participent à la prospérité, à la gloire de leur pays. C'est tout. Je ne connais pas de legs juif. Pardonnez-moi. Moi, je sais que la France a été faite par le catholicisme et par l'Église et par les rois. Et que s'il y a un legs juif, entre guillemets, c'est simplement parce que le judaïsme a inspiré le catholicisme. La judéité, ça correspond à quelque chose. C'est un rapport à la culture, c'est un rapport à la religion, c'est un rapport à Israël, c'est un rapport au sionisme. Voilà, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de vous entendre sur ce rapport que vous-même avez à la judéité. Mais si vous voulez bien, je vais répondre. Parce que il y a une erreur faite depuis un siècle. Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. J'invite tous les gens que ça intéresse, juifs ou pas juifs, à lire les textes d'Hannah Arendt là-dessus, sur l'antisémitisme. Très intéressant. Ce qu'ils disent, eux, ce n'est pas le judaïsme. C'est une vision des juifs de gauche, moderne, émancipés au XIXe siècle. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? J'ai fait quelques études là-dessus, pardonnez-moi, j'ai eu mon enfance pétrie de judaïsme parce que mes parents étaient très pratiquants. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple, il n'y a de bon nationalisme que non français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Quoi qu'en dise et quoi qu'en pense M. Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous dire ce qu'il est, M. Bernard-Henri Lévy. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans, qui les fascise. Depuis 40 ans, j'ai lu et relu son idéologie française, c'est un scandale. Monsieur Bernard, vous savez, dans l'histoire de France... Il vous répondra, mais on a déjà débattu ensemble. Il vous répondra, mais le mot traître n'est pas adapté. Je vais vous dire... L'engagement qu'il a sur le terrain... Oui, son engagement, justement, c'est toujours contre la France. Non, il nous a emmenés en Libye. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, Pascal Praud, pardonnez-moi, je continue. Je vais vous dire, Bernard-Henri Lévy, je continue. Bernard-Henri Lévy est un malheureux de carnaval qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les 2 ans et ça se retourne toujours contre les Français. C'est marrant, son internationalisme est toujours anti-français. Vous connaissez bien sûr, je lui ai déjà dit en face d'ailleurs, la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres des devoirs qu'ils dédaignent chez eux. Tel philosophe, c'est lui, aime les Tartares pour ne pas aimer ses voisins. Bon, on va marquer une pause. Je récuse mais vous récusez, mon cher, récusez. Lorsque vous expliquez qu'il est un traître et que c'est toujours la France qui est perdante. Absolument. Quand il a fait le film qu'il a fait, où il va défendre ceux qui sont le plus attaqués dans le monde entier, il ne s'agit pas de la France, il s'agit de défendre des gens qui sont en difficulté, et lui-même, par l'aura médiatique qui est la sienne, permet d'avoir un regard sur ces populations. Pascal Praud. C'est important. J'aimerais qu'il mette autant d'ardeur à défendre les Français. Et quand il parle de générosité juive, de ceci juif, etc., ça n'a rien de juif. Pardonnez-moi. La générosité n'a rien de spécifiquement juif. Ça, c'est autre chose. Non. Je vais vous dire, non seulement Bernard-Henri Lévy est un traître à la France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, les gens se mettent à voir réveiller leur antisémitisme. En tout cas, je suis pas sûr que ce mot traître d'ailleurs, je suis même certain que le mot traître à la France soit adapté à un homme qui combat et sur les idées depuis 40 ans. Oui, et justement, pour tout dire, les idées anti-françaises tout le temps, contre la France, pour la culpabilité de la France. Vous savez... On est chez Drummond, là, c'est l'anti-France. Vous savez... On est vraiment à la fin du 19e siècle. Mais vous savez... c'est la libre parole. Vous savez... Non, c'est lui qui nous ramène dans la presse antisémite. Non, c'est l'anti-France et les traîtres à la France. Non, je suis désolé. Vous savez, Pascal... il y a quand même des choses simples à comprendre.
c'est que il faut choisir. Son universalisme, je le répète, n'est que, un, le paravent du communautarisme, et deux, à chaque fois qu'il va, soi-disant, sauver tel peuple ou tel peuple pour se mettre en valeur et se montrer sur les écrans, en vérité, ça se retourne contre nous parce que nous, on reçoit les migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est attaqué par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est violé par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui subit les trafiquants de crack en bas de chez soi. Hein. Donc il faudrait un peu qu'il soit... Mais vous savez, on a déjà débattu ensemble. Vous avez été en difficulté? J'ai pas remarqué. Vous avez été en difficulté sur ces sujets-là, et parce que effectivement, il peut vous répondre. Pas du tout, non. Pas du tout. On va répondre, bien sûr. La campagne va être violente. Hein. Ce que vous dites ce matin est violent. Parce que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce qu'on dit sur vous est très violent. Je partage cet avis. Donc la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente? Et pourquoi elle va être violente? Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Et qu'il y a ces gens, ces élites françaises autour de Bernard-Henri Lévy et des autres, qui ont depuis 40 ans consciencieusement culpabilisé la France pour mieux la servir et pour mieux la faire disparaître. Vous savez, il en va de l'existence du peuple français. Donc évidemment, c'est violent, parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace, ça les exaspère. C'était tellement commode avec Madame Le Pen, dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc évidemment, là, ça les embête. Donc ils sortent, oui, ils sortent les armes lourdes. Marquons une pause, à tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Beaucoup de gens sont surpris de votre virulence ce matin, de la manière dont vous exprimez, qui effectivement, alors on l'a dit, la campagne est violente, mais vous cognez dur. Mon cher Pascal, si vous me permettez. C'est ma devise. Je ne laisse jamais, quand on me cogne dessus, je rends. Bon, on termine sur le chapitre juif. Je ne sais pas d'ailleurs, c'est peut-être important de savoir pour ceux qui nous écoutent, ce rapport, vous, à la religion juive que vous avez. Est-ce que vous êtes pratiquant? Vous savez, je suis d'une famille très traditionnelle, très pratiquante d'Algérie, tout le monde le sait. Mes parents avaient une application assez stricte de la religion, moi beaucoup moins. Mais j'ai gardé certaines traditions que j'aime beaucoup. Mais je voudrais dire quelque chose. Mon judaïsme s'inscrit dans la grande tradition des Israélites français, qui sont définis par 2 phrases. Vous allez voir, ça ne va pas être long. 1, Clermont-Tonnerre, 1791, rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. 2e phrase, Napoléon qui dit au Sanhédrin qu'il réunit: vous devez considérer que désormais Paris est votre Jérusalem. C'est exactement ce que je pense. Et dernière chose pour répondre à M. Bernard-Henri Lévy, qui me traite de fasciste, etc., comme d'ailleurs le général de Gaulle était traité de fasciste, donc c'est plutôt flatteur. Je te dis qu'aujourd'hui, les Juifs français, les Français de confession juive savent très bien qu'on les tue non pas au cri de Heil Hitler, mais au cri de Allah Akbar. Et que ça change tout. Donc, vous savez, tout le reste, c'est littérature, et plutôt mauvaise littérature. Bon, il y a beaucoup d'attaques, mais il y a quelqu'un qui ne vous attaque plus depuis ce matin, manifestement. C'est Marine Le Pen, sur RTL. Elle a dit qu'il faut que vous vous rassembliez. Écoutons-la. Alors, bon, je connais Éric, et je pense que, encore une fois, pour une partie qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc, nous serons amenés, à un moment donné ou à un autre, à faire le rassemblement. Parce que quand on aime la France, on se doit d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement. Moi, je ne souhaite pas que la candidature d'Éric soit uniquement une division, en réalité, de notre capacité à gagner cette élection présidentielle. Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Je ne vous le cache pas. Peut-être ça suscitera une question, d'ailleurs, de la part des journalistes, mais je ne crois pas du tout qu'il souhaite être Premier ministre. J'observe 2 choses. D'abord, c'est qu'elle ne vous attaque plus, si j'ose dire. Elle a peut-être compris que vous avez le même électorat. Deuxième chose, elle vous appelle Éric, ce qui est une manière familière et affectueuse. Bah oui, quand on dit Éric, je pense pas que... Bon. Et ce ton est effectivement différent.
Donc je ne sais pas comment vous l'interprétez. C'est un changement de stratégie. Et il oui, semble qu'elle n'était pas sur cette ligne-là ces derniers jours. Manifestement, il y a un changement de stratégie, puisque elle disait il n'y a pas longtemps qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce que j'étais trop radical et que voilà, et que Bardella a été lancé pour me taper dessus en permanence. Donc bon, mais vous savez, moi je suis ravi qu'on soit gentil avec moi. Hein. Oui. Je préfère qu'on soit gentil avec moi plutôt que méchant, même si je connais le fameux mot de Jacques Chirac, quand je veux tuer, j'embrasse. Donc, si vous voulez, vous savez, tout ça, c'est des tactiques politiques. Moi, je ne suis pas dans la tactique politique. Un coup, on m'attaque, un coup, on m'aime, un coup, on dit il est odieux, le lendemain, on dit il faut se rassembler. Moi, je ne suis pas dans ces changements permanents de pied. Moi, je suis ma route, je dis les choses que je dis, je dis les diagnostics que je fais depuis plusieurs décennies, j'explique aux gens ce que je pense. Ils m'écoutent, c'est très bien. Ils ne m'écoutent pas, c'est très bien aussi. Voilà où j'en suis. Maintenant, Marine Le Pen, j'ai rien contre elle, je le dis depuis le début, moi. Je dis, il n'y a rien de personnel, je n'ai rien contre elle. Je pense depuis le début qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle le sait, que tout le monde le sait et que c'était la garantie hors d'Emmanuel Macron. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, vous lisez. Ne répétons pas ce qu'on a déjà dit ici. Essayons d'avancer. En revanche, je salue Alexandre Arcadi qui nous regarde, qui avait fait un film intéressant et magnifique d'émotion sur Ilan Halimi à Jérusalem. Et qui m'a envoyé ce texto. Cher Pascal, ce matin j'ai honte. Et il m'a dit merci d'être là pour répondre. Il a tort, mais c'est pas grave. Donc, je me dois de le citer. Bon, parmi les attaques, alors, on aurait pu écouter Éric Dupond-Moretti, on aurait pu écouter Anne Hidalgo, Bruno Le Maire, mais c'est sur le même climat révisionniste, fasciste, nationaliste, la nausée, Borrello qui disait le virus. Il y a une chose différente, c'est sexisme. Et là, je voudrais qu'on écoute Christophe Castaner, peut-être, qui était au grand jury de RTL ce dimanche. Christophe Castaner, qui a pris une phrase, effectivement, du suicidiste français, qui pose problème, puisque vous semblez regretter le temps où le chauffeur de bus pouvait mettre sa main sur la fesse d'une femme. En tout cas, il l'a lu comme cela. Sexiste. Et ce rapport aux femmes, c'est très souvent quelque chose qui revient dans les attaques qui... Non, mais très bien. Écoutez Christophe Castaner. La question n'est pas la personnalité d'Éric Zemmour, dont je me fiche totalement. La question est ce qu'il dit. La question est ce qu'il représente. Écoutez quand même, notamment sur la question du sexisme permanent de ce garçon. Et je ne renvoie pas de cet homme, je ne renvoie pas seulement à son livre Le Premier siècle, où il disait des choses absolument épouvantables, mais à la réalité de tout ce qu'il a raconté depuis. Je lis dans Le Suicide français, quand un jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin. Moi, je suis père de famille. Je suis père de famille et lire ça, laisser penser qu'il y aurait une forme de nostalgie sur ce chauffeur de bus qui peut se permettre ça, c'est insupportable. Moi, je veux dire, je suis père de famille, mes filles, je vais leur dire quelque chose de très simple. La main en question, c'est dans la tronche du chauffeur qu'il faut lui mettre. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait le mal. Et vous voyez, je suis énervé rien qu'en parlant parce que je me projette comme père de famille. Je me projette aussi avec les faiblesses qui sont les nôtres dans notre système. On ne peut pas laisser passer ça. Du pathos encore, là ? C'est du super pathos, c'est de la super hypocrisie. D'abord, M. Castaner, il y a une différence entre lui et moi fondamentale, c'est que moi, j'écris des livres. Que lui, il n'est même pas à peine capable de les lire. Donc ça fait quelque chose de différent, vous voyez. Deuxièmement, c'est M. Castaner, je crois, qui, le soir... enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que toutes ces attaques sont ridicules. La scène que je décris, c'est dans le film, vous êtes cinéphile, c'est dans le film Elle court la banlieue. Oui. Et je voulais simplement... Film de Gérard Pires, je crois. Exactement, de 73. Avec je voulais simplement, montrer la différence d'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une ambiance bon enfant. On disait non, ça suffit, etc. Qu'il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas touche pas, balance ton porc, etc. Il n'y avait pas ce côté hystérique et ce côté furieux et dénonciateur. Ça ne veut pas dire que c'était bien, ça ne veut pas dire que j'approuve, ça veut dire que on remettait les choses à leur place. Et que, vous voyez, c'est tout ce que je disais. Et qu'il y avait une autre ambiance dans cette France-là. C'est tout. Et que je regretterais l'ambiance de cette France-là. C'est tout. Parce qu'il y avait une confiance. Il y avait une confiance dans les gens. Vous savez, Robert Putnam, le grand sociologue américain de Harvard, il dit plus une société est diverse, moins il y a de confiance. C'est tout ce que je disais. Évidemment que je ne vais pas
cautionner ni approuver. Mais ils font semblant. Mais je vais vous dire, tout ça n'a aucune importance. Ils font semblant de s'offusquer. Tout ça, c'est du cirque. C'est du cirque. C'est comme le cirque antifasciste. C'est parce qu'ils savent que pour l'essentiel de mon discours, les gens sont d'accord avec moi. Alors évidemment, ils vont chercher des choses annexes qui ne sont pas fondamentales pour essayer de m'attaquer, révisionnisme, machin, comme si c'était le sort de Pétain qui se jouait, comme si Pétain était candidat à l'élection présidentielle en 2022. C'est ça, ils cherchent des choses annexes parce qu'ils savent que sur ce que je dis de fondamental, là, les gens sont d'accord et ils en sont terrorisés parce qu'ils essayent d'occulter ça depuis des décennies. Convenons que la place des femmes, la manière dont on se comporte avec elles, la manière dont elles sont dans l'entreprise aujourd'hui, etc., est plus agréable aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70. Pardonnez-moi, je ne trouve pas. Bah, écoutez, d'abord, quand vous voyez une rédaction en 70, il n'y a que des hommes. Par exemple, dans une rédaction. Elle n'était pas là. Aujourd'hui, elle n'était pas là. Donc, et alors ? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a des endroits où il n'y a que des femmes. À l'école, dans les magistratures. Eric, vous me sidérez. Les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison, elles travaillaient à la maison. C'était un autre système. Ça m'a pas échappé. Mais ça m'a pas échappé. Mais il n'y a pas mieux et moins bien. Il y a une différence. Mais non, la technologie et le fait que les femmes ont eu des diplômes supérieurs les ont fait rentrer dans la vie professionnelle. Très bien. Eric, convenons que si vous êtes une fille de 18 ans aujourd'hui, c'est plus agréable de vivre dans la société française parce que tous les métiers sont possibles, alors qu'il y a 40 ans, 50 ans, c'était plus compliqué quand même. C'était possible aussi. Simplement, c'est la technologie qui a changé. C'est pas la technologie, non. Je crois pas que ce soit la technologie et le fait qu'elle soit diplômée. Mais bon, de toute façon, c'est simple. On ne revient pas aux époques passées. Écoutez, moi je ne revient pas aux époques passées. Si vous me permettez. Il faut accepter la société telle qu'elle est, et c'est très bien comme ça. Voilà. Et les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent, et c'est très bien comme ça. Et ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans ou 50 ans. Mais si. Bon. Si c'était le cas. Mais bon, deux ou trois choses. La droite, les Républicains. Nicolas Sarkozy a dit, on peut l'écouter d'ailleurs, vous êtes le symptôme du vide. Finalement, on ne va pas l'écouter parce qu'on est très pressé pour tout vous dire. Il nous reste 10 minutes et j'ai 2 ou 3 choses encore à vous poser. Vous êtes le symptôme du vide. Vous êtes là parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, le casting est sans doute faible dans les raisons qui expliquent votre succès. Le casting 2022 est peut-être l'un des plus faibles de la Ve République. Vous ne devriez pas être là. Oui. Mais vous ne devriez pas être là. Monsieur Sarkozy a raison. J'ai déjà répondu à Laurence Ferrari. Il a raison, mais lui-même, par rapport au général de Gaulle et par rapport à Georges Pompidou, était le symptôme du vide. Donc, si vous voulez, ça ne fait que dégringoler. C'est pas de ma faute. Nous sommes tous le symptôme du vide par rapport au général de Gaulle. Les Républicains, est-ce qu'à votre avis, si vous vous présentez aujourd'hui à la primaire des Républicains, au Congrès, puisqu'en fait c'est une primaire déguisée, mais à votre avis, vous gagnez ? Je ne sais pas, de toute façon, la question ne se pose pas. Monsieur Larcher et les hauts dignitaires de LR ont fait, apparemment, si j'en crois le Figaro, un article anti-Zemmour, donc je ne peux pas me présenter. Vous avez vu qu'il y a eu un sondage parmi des militants qui me mettaient en tête. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de militants LR qui m'aiment beaucoup. Mais vous savez, le sujet de ce congrès, c'est pas une vraie primaire. Il faut bien comprendre ça. Ça y est, c'est plié. Il faut dire aux gens quand même. Je vais vous expliquer. À partir du moment où Xavier Bertrand a renoncé à se présenter tout seul et à venir devant le Congrès, ça veut dire qu'il a accepté sa défaite. C'est-à-dire qu'il a perdu. Il sait que devant le Congrès, il va perdre, car les militants ne lui pardonnent pas. Les militants ne lui pardonnent pas d'être partis en claquant la porte et de les avoir insultés en leur disant qu'ils étaient trop à droite en choisissant Wauquiez. Pareil pour Valérie Pécresse. Donc le fait est que ça y est, c'est fini. C'est M. Barnier qui sera le candidat LR, puisqu'ils en ont décidé ainsi et que les militants voteront pour lui. Et si vous vous trompez, donc il y aura un arrangement. On verra, on en reparlera. Je dirais je me suis trompé. Mais voilà comment je vois les choses. Parce qu'il est possible que les militants se disent Barnier est à 7%, Xavier Bertrand est à 16%, et qu'ils aient un peu la même attitude que les nous verrons. Les électeurs les militants socialistes. Écologistes également. Lorsqu'ils ont mis Jadot plus que Rousseau. Ils sont peut-être plus... oui, mais ils ont mis Jadot plus que Rousseau. Ils peuvent voter pour celui qui est le mieux placé. On verra. Vous avez raison, ils peuvent faire ça. Mais ce que je pense, moi, c'est que ça va se passer comme ça. Et que, de toute façon, qu'est-ce que c'est que cette primaire ? Ils savent, tous les trois et tous les autres, qu'ils ne gagneront pas.
Ils le savent. Et vous pensez que vous pouvez gagner ? Attendez. Et donc, cette primaire, qu'est-ce que c'est ? C'est pour être Premier ministre de M. Macron. Voilà. Ils préparent tous le ralliement à M. Macron. C'est pour ça qu'Édouard Philippe a créé sa structure le week-end dernier. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Si on voit sur la longue durée des 40 dernières années, à droite, il y avait le RPR, parti bonapartiste, patriotique, social, et il y avait l'UDF, parti européiste et plus décentralisateur. Voilà. Tout ça a été confondu dans un même mouvement. Aujourd'hui, on voit bien, moi, je fais renaître le RPR et Édouard Philippe fait renaître l'UDF. Donc LR n'a plus de raison d'être. Ils vont se partager entre les deux. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre. Oui. Vous savez ce que c'est ? Non. C'est l'anniversaire de la victoire de Iéna en 1806. Magnifique victoire sur les Prussiens de Napoléon quand Davout, le maréchal Davout, duc d'Auerstadt, a résisté à la bataille d'Auerstadt à 1 Français contre 3. On était, je crois, même un peu moins de 30 000 Français. Il y avait 90 000 Prussiens. Et c'est les magnifiques soldats français qui ont gagné. Que voulez-vous qu'il fit contre 3 ? C'est une très belle journée. Que voulez-vous qu'il fit contre 3 ? Et ben voilà, il gagnait. Parce qu'il mourut, qu'un beau désespoir. Bon. Impossible n'est pas français. Dites-moi, donc c'est pour ça que vous avez choisi ce jour, précisément, en hommage à Iéna, mais en hommage à Napoléon, pour déclarer votre candidature sur notre antenne. Non, vous êtes habile, mais ça ne marchera pas trop. Je ne dirais pas que ce que je viens de dire est habile. Non. Je ne dirais pas cela. Au contraire, je trouvais qu'il y avait des grosses ficelles. Bon, c'est pas aujourd'hui, mais alors je savais que c'était pas aujourd'hui, mais vous préparez quelque chose de innovant Non, vous savez. Bon, d'abord, est-ce que votre décision est prise ? On innove. Est-ce qu'elle est prise, votre décision ? Non, ma décision. Elle est prise ou pas ? Elle mûrit. Vous savez, si vous voulez, vous voyez bien que ma décision était dépendante de plusieurs éléments. Nous sommes d'accord. Des éléments d'abord, est-ce que mon discours était entendu par les Français ? Il l'est manifestement. Est-ce que j'avais les moyens matériels, vous voyez, financement, signature, tout ça n'est pas gagné. C'est long, c'est lent, il y a des gens qui s'activent formidablement. Mais répondez à ma question, est-ce que votre décision, vous l'avez prise ? Moi, en tout cas, dans un sens ou dans un autre, est-ce qu'elle est prise ? Elle est mûrie, et ne vous inquiétez pas, quand je le... Mûrie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Elle est prise. Non, ça veut dire que dans ma tête, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, ça avance. Oui, je la mûris de plus en plus. L'écho que mon discours rencontre, évidemment, m'encourage et me donne envie d'y aller, c'est une évidence. Est-ce que vous avez un calendrier ? Est-ce qu'à par exemple, avant le 15 novembre, nous saurons si vous êtes candidat ? Non, je n'ai pas de calendrier précis. Non, sincèrement, je n'ai pas de calendrier précis. Mais l'important, vous savez, ce sont les idées. Oui, non, pas que ça. Mais que vous percutiez les idées, moi je le dis sur ce plateau, en permanence, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'ADN de ce que vous êtes. Le chef que vous pouvez être ou pas. La dernière fois, on avait eu cette discussion en fait. Mais vous savez... L'insensibilité ou pas que vous pouvez avoir sur certains sujets. Disons-le, ce qu'on a vu avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure. La violence que vous manifestez dans des attaques où les gens peuvent se dire « Attention, nous avons un pyromane ». Donc on n'est plus sur les idées, on est sur l'ADN. Vous avez raison, mais vous savez Pascal, peut-être faut-il rassembler lorsqu'on va dans cette élection plutôt que jeter de l'huile sur le feu. Je ne jette pas d'huile sur le feu. Simplement, je défends des idées et je me défends. Ce matin, chacun aura constaté que vous avez mis le curseur personnel d'ailleurs en attaquant les uns et les autres assez élevé, mais que vous avez répondu à des attaques, je l'ai dit, qui sont également fortes. Merci Pascal. Non mais il n'y a pas de... Je ne me laisserai pas insulter sans réagir. Dernière chose, puisque quand on est candidat à la présidentielle, c'est le déballage. Ouais. C'est le déballage. Donc il y a eu, la dernière fois vous étiez venu le 13 septembre, il n'y avait pas eu encore cette photo de match. Elle a fait parler. Cette photo de match. Certains même disent que vous l'auriez, pourquoi pas, non pas initié, mais laissé faire. Donc on vous voit sur cette une de match avec une jeune femme qui est Sarah Niafo, conseillère... Cafo, voilà. Jeune femme brillante, absolument jeune, qui est votre conseillère de l'ombre. Et chacun avait remarqué qu'entre le papier qui était plutôt intéressant sur le fond et la photo, il y avait un décalage. C'est une photo de Voici, où on vous voit, disons-le, comme un couple d'amoureux dans l'eau. C'est en tout cas l'interprétation qu'on peut en faire. Et puis, il y avait à côté, il y avait effectivement un papier qui disait qu'elle était très présente. Alors, est-ce que vous acceptez de parler de votre vie privée ce matin, ou est-ce que votre vie privée reste privée ? Ma vie privée restera privée.
et je ne répondrai pas à des questions sur ma vie privée. Je remarque d'ailleurs qu'une fois de plus, il y a un 2 poids 2 mesures, mais passons, et que Paris Match, fait des choses arrangées avec d'autres. Moi, il n'y a rien d'arrangé, et je n'ai pas laissé faire. J'ignorais tout de cela, et je n'ai pas laissé faire. Je pense que c'est un mauvais coup de Paris Match, mais on sait que Paris Match est le caniche de l'Élysée depuis 4 ans. Donc on voit d'où viennent les coups. Donc, si vous voulez, ma vie privée restera privée. Je note qu'on me reproche le sexisme, la misogynie, etc. Et que, par ailleurs, on ne s'étonne pas que j'ai une conseillère jeune, femme et brillante. Vous voyez, les contradictions de toutes mes attaques me laissent froid. Donc voilà, mais je tiens à vous dire sur le fond que ma vie privée restera privée et que je ne répondrai pas à aucune question à ce sujet. Je pense que c'est justement aussi ça le génie français. Ne devenons pas les États-Unis. Je ne souhaite pas et je ne m'engagerai pas là-dedans. Et vous savez, on me menace, on m'annonce des catastrophes, on va m'inventer diverses choses. Non, ça c'est autre chose. Maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose, Pascal. Moi, je restais uniquement sur votre situation, j'allais dire amoureuse ou maritale. Et ça ne regarde personne, ça ne vous regarde pas et ça ne regarde personne. Alors là, il y a débat. Est-ce que lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on doit une forme de transparence aux gens qui vont voter pour vous ou pas? C'est tout ce que je vous pose la question et j'en poserai pas d'autres d'ailleurs. Contrairement à la caste médiatique, les gens s'en foutent. Et ils ont bien raison. Comme moi d'ailleurs. Les gens s'en foutent. La vie privée, ça relève de la vie privée. Ils s'en foutent, mais le Paris Match a mieux vendu avec cette couverture qu'à d'habitude. Ça les amuse. Ça les amuse. Oui. Mais il ne sait pas comme ça qu'ils choisissent leur président, etc. Vous savez, il y a une très belle phrase que je vous recommande dans le testament de Richelieu. Et c'est pour répondre aussi à votre insensibilité de tout à l'heure. La mienne ? Non, quand vous m'avez parlé de mon insensibilité, votre référence à l'insensibilité. J'ai bien compris. Richelieu dit très justement, il distingue entre les vertus privées de l'homme privé et les vertus publiques. Et il dit, ceux qui s'efforcent de sauver leur âme, à l'époque, c'est important, par les vertus privées, risquent de se damner par les vertus publiques. C'est-à-dire que les vertus privées et les vertus publiques ne sont pas les mêmes. Et que effectivement, il faut parfois être dur quand on est chef d'État parce qu'on doit défendre les intérêts de la France et la survie de la France. Donc évidemment, on ne peut pas avoir la même sensibilité qu'un homme privé. D'ailleurs, c'est peut-être le drame qu'a connu quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui, comme disait Henri Guénaud, était humain, trop humain. Je pense que, oui, pour être un homme d'État, il ne faut pas avoir la même sensibilité que les individus normaux. C'est la phrase de François Mitterrand, la première qualité d'un homme politique, c'est l'indifférence. Exactement. Vous êtes indifférent. Vous savez, je cite dans mon livre la magnifique tirade de Victor Hugo contre tous ceux qui l'attaquent. C'était dédaigner, dédaigner, dédaigner. Je vais vous remercier sur ce point. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la vie privée à la fin. Merci Pascal. Je suis d'accord. Pour le reste, notre échange, comme toujours, a été franc et massif. Absolument. En tout cas, franc et massif. Je pense que toutes les questions méritent d'être posées. Il y a un intérêt que je trouve objectif à votre candidature possible, c'est que vous mettez sur la table des sujets qui percutent l'opinion française, je le dis tous les jours ici, et que c'est intéressant de pouvoir en débattre. Je trouve également que vous ringardisez les hommes politiques d'une certaine manière, parce que vous parlez cash, et eux, c'est plus compliqué. Et je trouve également, non seulement vous les ringardisez, mais on voit parfois leur faiblesse culturelle. C'est-à-dire qu'on découvre une génération qui est des bons gestionnaires, parfois dans des villes de province, mais au fond, c'est extraordinaire que dans notre société d'aujourd'hui, c'est les journalistes, j'ai vu l'autre jour d'ailleurs Pierre Arditi, je pourrais dire la même chose, qui disent des choses plus intéressantes sur la société que des hommes politiques. Donc ça m'interroge aussi. Vous avez raison, surtout que ça finit par influer sur leur capacité à gouverner. Vous savez, vous connaissez la formule magnifique du général de Gaulle. La culture générale, c'est l'école du commandement. Dans toutes les victoires d'Alexandre, il y a la pensée d'Aristote. Pour le reste, effectivement, nous gardons cette distance journalistique et qu'il faut avoir. Et ce qu'on a fait ce matin avec toutes les questions, même celles qui fâchent, qu'on a pu vous poser. On va débriefer avec Jean-Claude Dacier, avec Philippe Guibert, avec Marie-Estelle Dupont, qui est là. Je vous remercie. Vous voulez pas rester encore une demi-heure de plus? Non, je m'en vais. Vous avez un rendez-vous. Merci. Je vous remercie et à tout de suite pour un débrief.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Voilà ce qu'Éric Zemmour a dit hier matin de Bernard-Henri Lévy. Traître parce que son internationalisme est anti-français. Traître parce que si Bernard-Henri Lévy admet le nationalisme, quand il s'agit de défendre les Kurdes, il le refuse aux Français qui souhaitent protéger leur identité. Traître, toujours selon Éric Zemmour, parce qu'il y a longtemps, Bernard-Henri Lévy a déclaré que le terroir, le béret, la bourrée ou le biniou, bref, l'esprit franchouillard ou cocardier, que tout cela lui était odieux. Zemmour répondait ainsi à BHL qui avait porté les premiers coups dans une tribune publiée dans le magazine Le Point. Hubris nationaliste et raciste, Bonaparte de carnaval, fascisme à la française. BHL était monté sur le ring, sans gants de boxe, pour répondre aux paroles de Zemmour. Zemmour, Lévy, deux visions de la France, deux visions de la judéité, deux visions de la vie, sans doute. Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un traître ? Ça fait un drôle d'effet, cela dit, franchement. Quand un candidat à la présidence de la République, parce que c'est quand même ça, vous désigne publiquement comme le traître absolu. C'est quand même très étrange. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un candidat qui a dans sa tête ou dans sa poche une liste de traîtres absolue ou par excellence. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans l'hypothèse où le candidat en question viendrait à l'emporter? Qu'est-ce qu'on fait des traîtres? Comment est-ce qu'on les traite? Qu'est-ce qu'on fait avec un traître absolu? Un traître à la nation, c'est une accusation très grave pour quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême. Alors, admettons que ce soit un mot de polémiste. Admettons que ce soit pour le débat. Il l'a répété, Pascal Praud, j'ai écouté votre émission hier, comme souvent d'ailleurs. Il l'a répété plusieurs fois, avec une insistance étrange, violente, cruelle. C'était pas un mot de polémiste, c'était un mot calculé. Et j'ai déjà été traité ainsi il y a de nombreuses années par Jean-Marie Le Pen. Et peut-être par Marine Le Pen, ça il faudrait que je le vérifie. Non, c'était pas un propos lancé. Mais c'est vrai qu'il répondait ce qu'il nous a dit hier. C'est comme tout ce qu'il dit en ce moment, il faut lui faire ce crédit. C'était un mot calculé, c'était un mot de campagne. Il a décidé de me mettre une cible morale sur la tête en disant que j'étais le traître absolu, traître à la France. Et peut-être pense-t-il à ses électeurs qui, pense-t-il aussi, ne vous portent pas toujours dans leur cœur, puisque vous symbolisez à leurs yeux ce que dit Zemmour, c'est-à-dire que vous défendez davantage les Kurdes que les Français. Ben oui, mais alors un politique qui pense à ses électeurs avant de penser à la France, c'est quelqu'un qui fait de la boutique, qui fait de la politique aérienne. Il ne serait pas le premier de parler à son électorat. Mais il est comme les autres. Il est comme les autres. Et c'est ça qui me frappe. En effet, c'est une des choses qui me frappe. Il y en a beaucoup d'autres et qui me navrent bien davantage. Mais cet homme qui prétend faire de la politique autrement, il l'a fait comme les autres. Vous venez de le dire. Il pense à ses électeurs et il s'est dit... Bernard-Henri Lévy a des adversaires. Eh bien, on va taper dessus, on va le désigner comme le traître par excellence à la nation. Vous allez porter plainte? Vous trouvez que c'est diffamation? Je crois que c'est une injure, mais je ne vais pas porter plainte. Non, pas porter plainte contre un candidat à la présidence de la République, ça n'aurait pas de sens. Moi, ce qui m'intéresse, parce que ce que j'ai fait dans l'article que vous avez cité tout à l'heure... Qui est objectivement dans mon bloc-notes dur, peut-être... violent. C'est-à-dire que quand vous le... Non, mais c'est objectivement, en ayant eu l'occasion d'en débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini, qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir. Oui, mais j'y reviendrai. Cette chronique du français. Point, elle est hebdomadaire. Fascisme français. Oui, j'ai pas dit qu'il... Je regarde sa façon de s'engager dans la zone marécageuse, fangeuse du fascisme français. Oui, bien sûr. C'est un fasciste. Il s'engage dans la zone, je sais ce que je dis, dans la zone marécageuse. Quand il dit de Pétain qu'il a sauvé les Juifs, qu'est-ce que c'est sinon s'engager dans la zone marécageuse du fascisme français? Quand il dit de Dreyfus, le Dreyfus de l'affaire Dreyfus... On ne saura jamais la vérité. On ne saura jamais la vérité, qu'on ne saura jamais si le fameux faux n'était pas un vrai. Oui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre sinon s'engager dans la zone fangeuse de ce qui était le fascisme Cette hubris français. Nationaliste et raciste, cette cruauté, ce renoncement à la générosité juive,
Il conteste d'ailleurs qu'il y ait un legs juif. Il l'a dit hier sur le plateau. Il n'y a pas de legs juif. Ben oui, c'est une des différences entre lui et moi. Moi, je suis fier de ce que le judaïsme a apporté à la France. Voilà. Et en effet, j'entends dire les uns et les autres que la France est un pays catholique. C'est vrai, fille aînée de l'Église. Mais je n'oublie pas que sur des points essentiels, la culture juive a enrichi, a fécondé la France. Les rois de France, le manteau fleur de lys qu'ils portaient le jour de leur sacre, c'était un hommage à leur filiation davidienne, c'était un hommage au royaume des Hébreux. Bon, sur le fond... le contrat social républicain... dont on nous enseigne parfois dans les Malais Isaac que c'est Sparte et Rome. Il y a eu, chez tous ceux qui l'ont pensé dans l'histoire de France, c'est un hommage à la... Sur le fond, et on va Testament. réécouter 2 ou 3 passages d'Éric Zemmour, mais sur le fond, quand il dit le nationalisme, vous le tolérez quand c'est pour les Kurdes, et vous ne voyez pas ce qui se passe ici en France, que ce peuple est en danger, c'est l'analyse que fait Zemmour, et ces Français, vous les détestez, vous les fascisez, vous détestez le bignou, le béret, alors c'est cette fameuse, on vous ressort sans arrêt, ce que vous auriez dit, c'était en 1985, c'était pour la première d'un magazine qui était fait par Pierre Berger et Georges-Marc Benamou, qui était formidable d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait Globe, et l'époque était différente, d'ailleurs, pour tout dire. L'époque était différente. Et vous aviez dit, moi, le béret, le bignou, c'est franchouillard, ça m'est odieux. Donc on vous reproche, au fond, de ne pas aimer la France et de préférer le monde. Attendez, non seulement j'aime la France, mais je l'aime grande. Je l'aime quand elle a du alors panache. pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que vous fascisez? Pourquoi que vous culpabilisez? Je l'aime quand elle a de l'allure. Je l'aime quand c'est la France du général de Gaulle. Je l'aime quand c'est Jacques Chirac au Veldiv. Je l'aime quand c'est François Mitterrand qui fait ce voyage surprise à Sarajevo. Je l'aime quand elle est capable de grandeur et de grande politique. J'aime la France éperdument. Mais le nationalisme... Et quand je vais chez les Kurdes, comme il le dit... Pourquoi le nationalisme? Vous le défendez chez les Kurdes, mais peut-être moins ici. D'abord, il y a une vraie différence entre une nation qui n'existe pas et une nation qui existe. La nation française, c'est une ancienne nation. Elle est puissante, elle est forte, elle a un siège au Conseil de sécurité. Ces pauvres Kurdes, bien sûr que je les défends, ils n'ont pas encore de nation. Israël, il s'étonne que je défende la nation en Israël avec cette phrase bizarre, je suis Barès à Jérusalem. Oui. Israël est menacé, Israël est diabolisé, Alors, on va l'écouter, Israël cette est phrase. démonisé. Donc, en effet, je défends la nation israélienne parce qu'elle est en péril. Moi, je défends les nations en péril. Voilà. Vous pensez qu'Israël est en péril? Pardon? Vous pensez qu'Israël est en péril? Bien sûr qu'Israël est en péril. Israël est traîné dans la boue dans les institutions internationales. Le sionisme est devenu une sorte d'injure planétaire. Bien sûr qu'Israël est en péril. Alors je suis français, je défends la France. Mais c'est vrai que chaque fois qu'Israël a été en danger, par exemple, chaque fois qu'Israël a été en guerre, d'une manière ou d'une autre, en général pour des journaux, pour Le Monde ou pour d'autres, je suis toujours allé en Israël aux côtés de mes amis israéliens. Bernard-Henri Lévy, justement, on va écouter ce passage, je le dis pour Marine Lançon, on avait 3 passages aujourd'hui qu'on voulait écouter d'Éric Zemmour. C'est le judaïsme, qu'est-ce que c'est, dit-il. Et là, il intervient sur le sujet que vous abordez à l'instant sur Israël. Écoutons. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple, il n'y a de bon nationalisme que non français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Quoi qu'en dise et quoi qu'en pense M. Bernard-Henri Lévy. Donc ce que dit Zemmour, c'est que les Français défendent la France comme les Israéliens défendent Israël. Mais attendez, mais moi je défends la France. Moi ça fait
Ça fait 30 ans, dans un livre qui s'appelait La pureté dangereuse, que je dis que la France est menacée d'une dissolution de son lien social, que la France est menacée d'implosion, qu'il faut... On n'était pas très nombreux, vous savez, il y a 30 ans, à commencer de parler des territoires perdus de la République, à commencer de parler de la montée de l'islamisme, à commencer de parler de l'influence des frères musulmans. Il y avait Finkielkraut, il y avait moi, il y avait Jacques Tarnero, il y avait Taïev. Je ne crois pas qu'il y en avait un cinquième. Il y a 25 ou 30 ans. Il y avait Elisabeth Badinter dans une fameuse... Elisabeth Badinter, voilà, une fameuse chronique en tout cas, il y avait du Nouvel Obs 189 qu'il faut relire quasiment tous les jours. Mais il n'y avait pas le probable candidat à l'élection présidentielle. Donc, défendre la France, ça va. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque. Ça fait 30 ans ou 40 ans que je ne fais que ça. Mais par ailleurs, dire que le judaïsme, c'est plus proche, ce que je viens d'entendre, plus proche de Barès, mais enfin, c'est très étrange et c'est même assez dégueulasse. Barès, qui est l'un des pires antisémites français, qui est l'un des fondateurs de l'antisémitisme moderne, oser dire qu'Israël, c'est Barès, c'est ne rien comprendre. Alors, il est candidat, encore une fois, à la présidence de la République. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il flatte là en disant cela, mais c'est dégueulasse. Je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'Israël est en péril? Vous m'avez dit oui. Est-ce que la France est en péril? La France est en péril si elle renonce à sa propre grandeur, si elle renonce à avoir une politique étrangère digne de ce nom, si elle laisse faire Erdogan ou si elle se couche devant Poutine. Bien sûr, là, elle sera en péril. Mais c'est pas ça qu'il dit, lui. Écoutez, il pense que la France est en péril. Lui fait l'éloge de Poutine. Excusez-moi. Oui. Lui fait l'éloge de Poutine. Et je ne l'ai pas beaucoup entendu contre le projet impérialiste néo-ottoman, ni d'ailleurs contre l'Iran. Non, mais il pense que la France est en péril par une influence musulmane sur le territoire. C'est ça qu'il pense. La France, elle est en péril. C'est son analyse. Oui. Eh bien, et moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que son analyse soit juste? Son analyse est fausse. La France est en péril parce qu'il y a des mosquées salafistes, parce qu'il y a des prêcheurs de haine, parce qu'il y a des djihadistes en France. Et cela, en effet, il faut les expulser. Maintenant, confondre cette minorité de terroristes avec l'ensemble des musulmans de France, mais c'est vouloir la guerre civile. Qu'il imagine d'ailleurs, parce qu'au-delà des terroristes dont vous parlez, les coutumes, les mœurs, les habitudes françaises ont changé parfois dans certains quartiers. Et là, on ne parle pas de terroristes ou de salafisme. On parle simplement de personnes qui sont musulmanes, sans doute, mais qui vivent d'une manière différente de ce qu'était la culture française. Qui ne mangent pas pareil, qui n'ont pas forcément, ne s'habillent pas pareil, qui n'ont pas le même rapport, pourquoi pas, aux femmes, à la culture. C'est des témoignages parfois de professeurs qu'on entend et ça. Et ces gens-là ne sont pas salafistes, extrémistes ou terroristes. Non, mais le rapport aux femmes, c'est un marqueur de l'esprit républicain en France, que nul n'entre en République, en effet, s'il n'est pas convaincu de l'égalité des femmes et des hommes, s'il continue de... Mais c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il existe aujourd'hui dans les territoires des gens qui ne sont pas salafistes. Simplement, c'est une manière différente de... C'est une manière différente de vivre. Eh bien, c'est une manière non républicaine, en effet. Voilà. Humilier ses sœurs, ses filles ou ses femmes, les tenir comme des êtres inférieurs, voilà un comportement non républicain qui doit être combattu comme tel par les moyens de la République. Dans cette émission, je cite souvent des exemples très concrets. Si vous nous écoutez le matin, j'ai cité mon exemple de la petite plage du Pouliguen. J'ai grandi sur la petite plage du Pouliguen quand j'étais enfant. Et puis cet été, j'y suis allé, comme chaque année, et j'ai vu... Il y a peut-être 1000 ou 1500 personnes dans une après-midi. J'ai vu 3, 4 femmes poignées, entrer dans l'océan, couvertes des pieds jusqu'à la tête. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'au nom de la tolérance, on dit bah oui, pourquoi pas? Et j'avais même cité ma fille de 20 ans qui m'a dit mais qu'est-ce que ça peut te faire? On fait. Eh ben, votre fille, qu'est-ce que ça peut te faire que ces jeunes femmes rentrent dans l'océan? Je crois que votre fille, en effet... Parce que c'est générationnel, ces questions-là. Oui, mais je crois que vous demandez qu'est-ce qu'on fait.
Qu'est-ce qu'on fait? On n'appelle pas la guerre civile. On fait ce qu'a fait un Premier ministre français qui s'appelait Manuel Valls et qui n'a pas attendu Éric Zemmour pour dire... Mais on va dire à cette femme, vous n'entrez pas dans l'océan couverte des pieds jusqu'à la tête? On lui dit que cette manière de s'habiller est un message politique. Mais elle a le droit? Non, elle n'a pas le droit d'adresser à son voisinage un message politique qui est celui de l'islamisme radical. Il faut combattre l'islamisme radical. Mais le confondre. Elle ne le vit pas comme ça. Mais le confondre. Cette dame, elle ne vit pas. Elle pense pas qu'elle est islamiste radicale. Ah ben alors il faut lui expliquer. Mais confondre l'islamisme radical. Pour l'instant, cette dame, elle n'est pas candidate à la présidence de la République. Oui, non, mais c'est intéressant les exemples concrets. Oui, mais exemple concret. Eh bien, exemple concret. Je pense qu'un intellectuel responsable, un journaliste maître de ses mots et quelqu'un qui aspire sérieusement et pas juste pour faire un tour de piste et pour vendre son livre à la magistrature suprême, il ne peut pas confondre cette dame qui par provocation politique, qui par idéologie, ou parce qu'elle est manipulée, par les hommes de son entourage, avec l'islam en général. Moi, je crois qu'il y a une très grande majorité de musulmans en France qui sont aussi républicains que vous et moi, et peut-être plus républicains. Mais j'en suis convaincu, mais je ne suis pas Zemmour. sûr que pour cette dame ce soit une provocation. Je ne suis pas sûr non plus qu'elle soit manipulée. Je pense que sincèrement, elle a envie de vivre de cette manière-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que ce débat existe. Et c'est pour ça que Zemmour dit nous sommes peut-être la France, en tout cas pense-t-il, est en péril, puisque ces mœurs-là ne sont plus partagées. Mais par ailleurs, c'était 3 personnes. Mais par ailleurs, comment... Oui, l'autre problème, c'est que c'est pas 3 personnes qui font une invasion. C'est pas 3 personnes qui créent un grand remplacement. Ce qui est difficile à entendre aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est cette espèce de complotisme dont, en l'occurrence, Zemmour se fait le héros, et qui consiste à partir de 3 exemples pour imaginer une espèce de conspiration générale contre Sauf qu'il y a des quartiers, vous en conviendrez, où ces mœurs, ces coutumes ont changé. Bien sûr. Il y a des quartiers entiers. Il y a des quartiers entiers ghettoisés, et bien sûr que la République n'a pas fait son travail. Elle l'a essayé, c'est sans doute extraordinairement compliqué. Et elle doit s'y employer, mais pas par les méthodes et avec les mots expéditifs que l'on entend. Alors, le climat du moment, et là, on va écouter Éric Zemmour qui vous accuse d'utiliser des mots dignes de la presse d'avant-guerre, dit-il. Je voulais qu'on écoute cela, parce que ça montre aussi, tous les matins ici, je dis que la campagne va être très violente. Très brutale, pour plein de raisons. D'abord parce que le débat des idées n'a pas eu lieu en 2017, parce que François Fillon avait été percuté dans sa campagne et ce débat des idées n'a pas eu lieu. Donc, entre guillemets, les gens, j'allais dire le peuple de droite, si tant est que ça existe, a le sentiment qu'on lui a volé la campagne des idées. Pas volé l'élection, volé la campagne des idées. Il a raison. Le peuple de droite a raison, bien sûr que... les affaires judiciaires ont torpillé la vraie campagne politique à laquelle les Français avaient droit, c'est vrai. Donc ça va être violent, et il y a une illustration de la violence avec votre tribune, qui était très rude contre Éric Zemmour. J'ai cité des passages tout à l'heure. Et écoutez ce qu'il dit. Je le dis pour Marine Lançon, c'était le 2e passage que nous avions prévu de passer. J'ai été effaré, parce que qu'est-ce que ça rappelle, ça? Lui qui aime tant rappeler les funestes années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Un tel est juif, on ne vous le dit pas, mais il est juif, faites attention. C'est digne, je maintiens Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça, c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard-Henri Lévy? Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit « je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela ». Moi, je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Aujourd'hui, les juifs français, les Français de confession juive savent très bien qu'on les tue non pas au cri de Heil Hitler, mais au cri de Allah Akbar. Et que ça change tout. Donc, vous savez, tout le reste, c'est littérature, et plutôt mauvaise littérature. Il dira également que vous avez un positionnement de juif de gauche,
et qu'aujourd'hui, si tant est qu'il existe un vote juif, les Juifs ont changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à grands traits, les Juifs de 1789 à 2000 sont plutôt à gauche parce qu'ils ont bien compris que la gauche les protégera, les défendra et que la droite est souvent antisémite et notamment la droite catholique. Et à partir de 2000, les choses changent et nombre de Juifs français que je connais, non seulement parfois sont de droite, mais d'extrême droite, pour une raison que je n'ai pas besoin d'expliquer ici. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que gauche ou droite, ça c'est des salades. Il y a aujourd'hui une montée de l'antisémitisme en France. Oui, mais qui n'était pas le même que celui de Drummond. Oui, en effet. L'antisémitisme se métamorphose perpétuellement depuis l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme des Lumières, l'antisémitisme racial du XIXe siècle et l'antisémitisme antisioniste d'aujourd'hui. L'antisémitisme transforme, mais il y a une menace antisémite en France. Ce que je dis à Zemmour, c'est pas qu'il n'est pas d'abord français, c'est que je dis qu'il est aussi juif. Il le dit lui-même, il la préface au destin français, il raconte tout cela. Et je crois que nous avons tous une responsabilité par rapport à cet antisémitisme français. Quand il dit, déclaration récente, préface là aussi à son dernier livre, quand il insulte les victimes, les petites victimes, les petits anges tombés sous les coups de Mohamed Merah, quand il leur reproche quand il reproche à leur famille de les avoir fait enterrer en Israël, lorsqu'il les met sur le même plan que Mohamed Merah, qui soit dit en passant n'a pas été enterré en Algérie mais à Toulouse, mais c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'il fait sinon ressusciter le spectre qui fait tant de mal de la double allégeance, français ou israélien, plus tout à fait français puisqu'ils vont se faire inhumer en Israël. C'est là la responsabilité qu'il prend en tant que français d'abord et accessoirement juif. Vous vous rendez compte, le permis d'infamie qu'il donne en disant cela? Par ailleurs, son histoire d'inhumation est ridicule. L'idée que l'on est français par le lieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de chevaliers croisés français, des grands français qui se sont fait inhumer sur les routes d'Orient, phrase célèbre de Malraux. Alors, il a répondu là-dessus hier en disant qu'il citait des phrases des tontons flingueurs, mais je me demande ce que le tonton flingueur vient de faire là-dedans sur un sujet aussi. Les Américains enterrés au cimetière américain d'Omaha Beach, est-ce qu'ils cessent d'être américains? Les Français enterrés au cimetière de Tobrouk, est-ce que parce qu'ils n'ont pas été rapatriés en terre française, ils ne sont plus français? Il y a là une conception tellement étriquée, tellement triste de l'identité française qu'en effet, je crois qu'on ne peut pas, à l'orée de cette campagne, ne pas le dire. Bon, on va terminer, bien sûr. Fasciste, révisionniste, négationniste. Hier, j'ai grainé tout ce qu'on dit aujourd'hui d'Éric Zemmour. Tradition aussi fasciste. Vous vous souvenez de ce que Raymond Aron vous avait répondu en 1980 sur le fascisme français, où il vous avait dit il n'y a jamais eu de fascisme en France, il y a eu des fascistes français. Mais Raymond Aron avait tort. Il y a eu un fascisme, une version française du fascisme qui s'est appelé le pétainisme et qui a commis des crimes inexpiables. Le statut des Juifs en octobre 40, il n'a pas été demandé par les Allemands. Il a été voulu et promu par ce fascisme français qui, en effet, prenait ses marques depuis quelques années. Et pour conclure, Éric Zemmour est l'enfant de cette tradition-là, l'enfant de Barès, l'enfant de Maurras, l'enfant de Pétain. C'est ce qu'il dit. Il se réclame de Maurras. Il exonère Pétain de ses crimes. Il souhaite abolir les lois Guesso et Pleven qui interdisent le négationnisme. Il fait grief à Jacques Chirac d'une des grandes choses qu'il a faites, c'est-à-dire le discours du Veldiv. Le grand travail des époux Klarsfeld qui a abouti à ce noble discours de Chirac, il veut effacer tout cela. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bien obligé de penser que cet homme
en effet, est l'idiot utile de cette famille Le Pen, de toute cette clique, en effet, qui se cherche un champion. Et votre sentiment sur cette présidentielle, il sera par exemple au second tour, il va s'essouffler, il va continuer de monter, ou vous êtes neutre ? Je ne suis pas un expert électoral, je n'en sais rien, mais mon sentiment, si vous me le demandez, je pense en effet qu'il va s'essouffler. Je pense que cette bataille va être terrible. Et je crois surtout qu'il y a en face, aujourd'hui, des candidats qui ne se sont pas encore déclarés. La droite libérale, la droite modérée n'a pas encore choisi son champion, mais qui sont des femmes et des hommes de très grande qualité, et que le jour où ils entreront dans l'arène... Ça peut changer. Bon, vous êtes prête à parler avec lui, par exemple, si nous montions, pourquoi pas, sur ce plateau? Mais je l'ai fait. Oui, mais vous l'avez fait, mais vous seriez prêt, nous avons débattu. Parce que c'est deux visions, je disais, du monde, et sans doute de la vie. Sans doute. Moi, je pense ce que rapport la France, au monde et à la vie. Oui, moi, je pense que la France est une idée, et je pense que la France est belle quand elle est grande, et pas quand elle est rabougrie et rapetissée par des discours rances. Voilà. Et bien sûr, j'ai débattu de cela avec lui. Donc, je serais prêt, je pourrais le refaire, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, je vous remercie grandement. Je vous en prie. Vraiment. Et nous allons pouvoir poursuivre avec nos invités et commenter ce qui a été dit pendant ces 20 premières minutes. À tout de suite. Martin Blachier, je le salue, je vous dis bonjour. Demain, vous serez dans l'émission de Brigitte Millot à 10h. Bonjour, docteur. Bonjour. Et vous êtes venu ce matin parce qu'on va évoquer quelque chose dont on parle quasiment jamais à la télévision, c'est les effets indésirables du vaccin. Et on aura un témoignage. Parce qu'effectivement, pour une raison que j'ignore, les médias sont très réticents à faire témoigner des gens qui ont eu des effets indésirables. C'est évidemment ultra minoritaire, et c'est même en pourcentage, c'est 0, bon, mais ça existe et il faut en parler. Yvan Rieufol. Je lance un appel, parce qu'après votre appel à venir témoigner, beaucoup de témoignages sont venus sur mon propre mail. Exactement, donc faut arrêter. J'ai été noyé de témoignages, j'en ai reçu peut-être 800, peut-être 1000, et je ne peux même plus les lire. Bien sûr. Et donc il faut arrêter d'envoyer des témoignages sur mon mail. Et j'ai fait une erreur pour tout dire. Mais on a bien compris qu'il y avait un sujet. Voilà, j'ai fait une erreur pour tout dire en parlant ce soir-là, de cette manière-là en tout cas. Laurent Geoffrin, que vous connaissez, et Nathan Dever. Alors, avant d'évoquer le Covid, juste un petit débrief sur ce que vous avez entendu tout à l'heure. Par exemple, c'est intéressant, le fascisme à la française. Je veux dire, est-ce que ça existe ? Est-ce que le pétainisme, c'est du fascisme à la française ? Oui, ça se rattache, bien sûr. Les seuls fascistes qui étaient vraiment au pouvoir, c'est Darnan, c'est Doriot, c'est Henriot. Mais... Oui, il y avait des gens encore plus à droite que Pétain, c'est vrai. Oui, non, mais et le pétainisme, c'est un régime autoritaire. Enfin, il n'y a plus de république, il n'y a plus d'élection, c'était plein pouvoir au maréchal. Est-ce que le pétainisme, c'est le fascisme ? Il y a des nuances, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas comme Mussolini. Historiquement, vous voyez, on en est encore là. Ça se rattache à ça quand même. Initialement, c'est anti-républicain, c'est autoritaire, c'est dictatorial, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais il n'y a pas de définition. C'est raciste. C'était la Révolution nationale, le procès du Front populaire, le procès de tout ce qui avait construit la République. Et en effet, ça a été le laboratoire d'un certain fascisme français qui a vous avez cité les noms, Darlan, Doriot, qui a commencé à naître, à se développer avec des milices, avec un mimétisme même par rapport à Hitler, et avec des imitations. Il suffit de retrouver les photos, des meetings, les discours. C'était vraiment dans le mimétisme absolu. Ensuite, évidemment, il a eu moins de temps pour naître en France qu'en Italie ou en Allemagne. Surtout, il était minoritaire. Oui, mais le fascisme était un totalitarisme et un racisme, et on ne peut pas tout de même, et c'est tout de même accepter une régression dans la discussion que de dire de votre interlocuteur qu'il est aujourd'hui un fasciste. C'est en cela que ça, c'est autre chose. Non, parce qu'on parle du fascisme. Mais donc maintenant, on met le fascisme à toutes les sauces, et je reproche beaucoup de choses à Bernard-Henri Lévy, mais je reproche surtout de cette ABC, à cette manière de vouloir ne pas débattre avec quelqu'un qui pose des problèmes malgré tout, même si ce sont des problèmes qu'il ne veut pas entendre. Il l'a dit à la fin. Non, mais quand il dit de Zemmour qu'il est un fasciste, excusez-moi, on ne veut plus l'entendre. Il ne dit pas ça.
Ici, il dit qu'il est quand même la résurgence. Il est la résurgence d'un fascisme. Donc, il est sur une ligne de crête où il dit il va dans une zone marécageuse fasciste. Mais quand je lui pose la question, il ne dit pas il est fasciste. Il va dans une zone marécageuse qui avait été celle des fascismes. Donc il est bien dans la filiation du fascisme. Or, ce n'est pas vrai. Mais c'est très simple. Or, ce n'est pas vrai. Donc on ne peut pas clore le débat avant même de l'avoir ouvert en disant que ce type-là est infréquentable et que d'abord c'est un mauvais juif, etc. Donc il y a beaucoup de regrets. C'est la méthode de Bernard-Henri Lévy, dont on connaît naturellement la subtilité, et de voir le faire s'assigner Zemmour à sa condition de juif avant d'être français. On reproche aux musulmans, par exemple, de se dire musulmans avant d'être français, de ceux des musulmans qui ne veulent pas s'intégrer. Et là, vous avez un Bernard-Henri Lévy, qui est quand même un exemple précisément que beaucoup suivent, et qui dit moi je suis juif avant d'être français. C'est comme ça que je l'entends. C'est comme ça que je l'entends. Quand il dit à Zemmour qu'il trahit la cause juive parce qu'il oublie qui il est, je suis désolé, il fait prévaloir d'abord sa condition de juif avant de sa condition de français. Et je trouve qu'on rentre dans un communautarisme qui est terrible, parce que c'est précisément tout un effondrement d'un processus d'intégration qu'il cautionne par ailleurs. Donc il y a beaucoup de contradictions, et je trouve que c'est assez irréfléchi pour dire les choses. Deux remarques. Déjà, sur le fascisme. Éric Zemmour, dire que c'est pas fasciste, mais dire qu'il est l'héritier de Maurras, ça ne veut pas dire qu'il reprend exactement mot pour mot tout ce que disait Maurras, mais dire qu'il est son héritier. Mais De Gaulle aussi était l'héritier de Maurras. De Gaulle, c'est complexe. De Gaulle, c'est complexe. À la République, De Gaulle. Et deuxièmement, Éric Zemmour aujourd'hui tient exactement, ou quasiment exactement, le discours de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc ça, c'est un constat. Ensuite, on peut discuter pendant 1000 ans sur les nuances historiques du fascisme, premièrement. Et deuxièmement, sur l'assignation à ses origines. Moi, j'aimerais juste faire une remarque. La question que pose Bernard-Henri Lévy dans son article, je pense que c'est la question centrale, c'est-à-dire non pas de l'identité juive de Zemmour, on s'en fout de savoir s'il est juif, musulman ou pas, mais de la vision qu'il se fait de l'identité juive. Moi, j'ai lu attentivement les livres d'Éric Zemmour. Quand j'essaye de critiquer quelqu'un, voilà, j'essaye de lire tous ses livres, ou la majorité. Dans le premier chapitre du Destin français, il fait son autobiographie politique. Il raconte qui il est, son enfance, d'où il vient, etc. Et comment il en est venu à avoir cette vision de la France. Et il n'est question quasiment que de son identité juive et de la vision qu'il en avait, et notamment du fait que, je le cite, qu'il a grandi dans une famille qui n'avait pas avalé la guerre d'Algérie. Et qu'il a donc eu un rapport, visiblement, c'est lui qui le dit, dans son enfance, assez névrotique, parce que c'est le mot, aux Arabes, aux Algériens, à l'islam, et qui était lié aussi à la vision qu'il se faisait de l'identité juive. Donc en effet, c'est le sujet. Et poser la question, ce n'est absolument pas digne de la presse antisémite des années 30, ce n'est pas le ramener à ses origines, c'est au contraire questionner, c'est appliquer à Zemmour la méthode de Zemmour, c'est-à-dire dire quel est l'inconscient collectif qui travaille névrotiquement la pensée d'Éric Zemmour. Non, mais là où vous avez raison, c'est que, et je vais essayer de le traduire comme ça sans choquer personne, c'est que les juifs séfarades ont un rapport différent avec l'islam que les juifs ashkénazes. Mais oui, parce qu'ils ont été confrontés à l'islam. Non, c'est pas tellement en tant que juifs, ça dépend desquels. Les juifs marocains. Je voulais pas en tant que de cette manière-là. Je prenais des gants pour le dire, mais effectivement, non, mais tous ceux qui ont été confrontés à l'islam, non seulement les pieds noirs, non seulement les juifs, mais également les Arméniens et même maintenant aujourd'hui les Israéliens face aux Palestiniens sont des éléments d'alerte sur précisément ce que l'on nous dit. C'est pas vrai ce que vous dites. Non, je dénonce Bernard-Henri Lévy quand il parle de l'islamisme qui monte. C'est pas vrai ce que vous dites. Par exemple, les Juifs marocains, tous, sans exception, ils savent tous qu'ils ont été sauvés par le roi du Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont extrêmement reconnaissants de ça. Il y a eu des problèmes, parfois, des pogroms, etc. Mais ils ont un lien très particulier à l'islam. Bon. Deuxièmement, sur les Juifs algériens, juste parce que c'était des gens d'anciens colons, etc. Quelqu'un comme Jacques Derrida, qui était juif algérien, qui a grandi à Oran, etc. Il a passé sa vie à reconstruire un lien avec le monde arabe, avec les Palestiniens, avec la Palestine, avec l'Algérie. Il était reçu avec les honneurs en Palestine, en Algérie, etc. Bien que les Juifs, dire que les Juifs séfarades ont une vision. Certains Juifs séfarades, quelques-uns peut-être, n'ont pas avalé d'être chassés d'Algérie. Regardez les choses, mais c'est pas le cas de tous les Juifs. Les Juifs sont indésirables aujourd'hui en Algérie. Excusez-moi, je ne demanderai pas mieux que de vous croire, mais ce n'est pas vrai. Pour conclure, parce que je veux qu'on parle vraiment du problème de ces discussions sur l'identité, c'est on est en République. Donc il y a des identités différentes dans le même pays. Et bien sûr. Et on se rattache à des valeurs qui sont la liberté, la devise nationale, le drapeau national. Oui, mais tout le monde ne les partage plus. Oui, mais qui replace le communautarisme ? À force de cultiver une idée, comment dire, fixe et comme une sorte de malédiction de l'identité. Mais attendez, l'identité, elle bouge, elle est ouverte, elle est plurielle. Et on peut être juif et français, on peut être BHL, peut défendre Israël et être un bon patriote français, ça n'empêche pas. Et un musulman peut dire, bah moi, j'exerce ma religion, mais je fais partie de la République française. Enfin, on est en République, on n'est pas dans une nation. C'est précisément ethnique. Ce que je reproche. Oui, mais justement, c'est ce que vous faites tous. Et je lui reproche autre chose d'ailleurs, c'est que dans sa
contradiction de dire qu'en effet, il est nationaliste face à Israël. Il a dit « je défends Israël parce que c'est une nation en péril ». Mais Zemmour dit exactement la même chose de la France. Il dit « je défends la France parce que c'est une nation en péril ». Et donc, je ne vois pas pourquoi... On aura l'occasion de revenir, mais comme... Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, c'est une analyse qui peut se tenir aussi. Bon, Martin Blachier, Covid, c'est fini.